Merci d'être si nombreux pour un débat qui pourrait nécessiter une journée entière, je pense, mais on n'a qu'une heure et demie. Le titre de cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer, et je vais appeler dans quelques instants les participants à cette table ronde, une institution culturelle doit-elle être rentable? C'est une question évidemment fondamentale à l'heure d'aujourd'hui, de concilier dans une même discussion culture et argent. Généralement, dans nos pays, on n'aime pas tellement parler d'argent, surtout quand c'est lié à la culture. Les Américains n'ont aucun complexe à ce niveau-là. On en a peut-être un petit peu plus, et c'est dommage, parce qu'il y a des choses à vraiment creuser dans cette question, en amont et en aval. En amont, ça veut dire il faut de l'argent pour que les créateurs puissent créer. Combien? Plus? Moins? Qui peut en avoir? Qui en a moins? Enfin, voilà, tout ça, on va en discuter. Et puis, en aval, c'est la question, est-ce que la culture rapporte? Est-ce qu'elle doit rapporter de l'argent? Est-ce que c'est un acteur économique, la culture? Est-ce que la culture a un prix? Est-ce que nous sommes des consommateurs de culture? Et en tant que consommateurs, aurions-nous droit, par exemple, et on va en parler, je pense, avec un de nos invités, à la gratuité de certains biens culturels? Voilà, toutes ces questions, nous allons les aborder en deux parties. Une première partie avec les invités qui vont me rejoindre dans quelques secondes, à peu près 3/4 d'heure de discussion. Et puis un micro se baladera pour la deuxième partie parmi vous. Et j'espère que vous serez nombreux à réagir et à poser des questions à nos invités. Ce sera donc pour la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, je vous demanderai, c'est un petit peu la règle ici, c'est de vous présenter si vous voulez poser une question, et puis de poser des questions courtes pour qu'un maximum de gens puissent participer à ce débat. Alors, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais je vais déjà appeler ceux qui sont là. Fadila Lanan, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale et ministre-présidente de la COCOF. Voilà. Fadila, bonjour. Alors, je vais accueillir également Diane Enberg. Alors, il y a peut-être des noms. Il y a des noms. Voilà, ok. Diane Enberg, qui va nous rejoindre également, qui a dirigé pendant 7 ans la Fondation Bogossian, qu'elle représente aujourd'hui, dont elle n'est plus la directrice. Elle a d'autres projets, comme elle en a toujours d'ailleurs. Diane, je ne sais pas où tu es assise. Voilà, ici. Voilà. Donc Diane, qui a dirigé pendant 7 ans la Fondation Bogossian, qui est une fondation dont je dirais la partie visible de l'iceberg n'est pas très loin d'ici, à la Villa en Pin, qui propose très régulièrement de magnifiques expositions. C'est une fondation, bien sûr, qui essaye de tisser des liens entre le Nord et le Sud. Je vais peut-être résumer un petit peu l'Orient et l'Occident. Voilà, exactement. Je vais également demander à nous rejoindre Kim Oosterlink, le voilà, qui est professeur à la faculté Solvay, Brussels School of Economics and Management de l'ULB. Bienvenue. Bienvenue également à Richard Miller, député fédéral, administrateur délégué du Centre Jean Goll, qui fut aussi ministre des Arts, des Lettres et de l'audiovisuel. Didier Reynders est excusé, il était prévu dans le programme de ce débat. C'est Richard Miller qui prend sa place. Qui dois-je encore appeler? Bien sûr, je vais également appeler Jacques Remacle. Le voilà. Jacques Remacle, qui est administrateur délégué de la SBL Art et Public. Je n'ai oublié personne, mais je dois vous dire que la ministre, la vice-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle Milquet, nous rejoindra. Elle n'a pas oublié son rendez-vous, elle sera un tout petit peu en retard. Elle nous rejoindra dans quelques instants et participera donc à ce débat. Voilà, je vais m'installer, je pense que voilà, ça c'est ma place aussi. Donc cette question extrêmement large, extrêmement importante, une institution culturelle doit-elle être rentable? On va peut-être commencer avec vous, Kim Oosterlink, pour parler de certaines études
qui ont été publiés plus ou moins récemment, qui ont été fortement commentés également, sur la rentabilité de la culture. On dit souvent, voilà, la culture n'est pas là pour rapporter de l'argent, puis elle n'en rapporte pas. Et certaines études prouveraient le contraire. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle? Alors, je pense qu'il faut avant tout se dire que si on veut défendre la culture, prendre l'économie comme point de référence, c'est toujours dangereux. Donc, se dire que c'est parce que c'est rentable qu'on va faire un projet, c'est prendre un risque. Quand on voit la question, l'institution culturelle doit-elle être rentable? Si je prends l'objet social de la plupart des institutions culturelles, ce sont des ASBL, leur but n'est pas lucratif. Il faut le rappeler. Donc, se dire qu'on regarde la rentabilité pour les juger, c'est déjà un peu paradoxal. Alors, est-ce qu'on retrouve des retombées économiques des institutions culturelles? Oui, certainement. Mais là aussi, il faut comprendre comment ces études sont faites. J'ai travaillé pour plusieurs institutions culturelles, pour donner quelques exemples. J'avais fait une analyse sur les retombées économiques de Plaisir d'hiver, donc ici à Bruxelles. Et Plaisir d'hiver avait de superbes retombées économiques. C'était génial. La méthodologie est la suivante. Vous regardez les gens qui viennent pour l'événement, vous regardez ce qu'ils dépensent sur place, vous montrez qu'ils dépensent énormément d'argent, on est très content, il y a de grandes retombées économiques, en l'occurrence c'était vraiment substantiel, c'est super. Mais il y a quand même un petit bémol. J'ai fait d'autres études qui, elles, n'ont pas été médiatisées parce que les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc c'est déjà un premier bémol, mais surtout qui pose une question plus pertinente, je trouve. J'avais fait une étude sur un événement culturel à Bruxelles où les retombées économiques étaient quasiment nulles parce que la méthodologie considérait que c'était l'argent qui venait de l'extérieur de la capitale qui était valorisé. En gros, on avait une approche, je dirais, de tourisme. On dit c'est bien, l'événement culturel a des retombées économiques parce qu'il attire des gens de l'étranger. Et là, en l'occurrence, ce festival, il faisait ça le comble. Enfin, c'était vraiment rempli, taux de satisfaction massif, mais c'était que des Bruxellois. Et donc, on arrive à une sorte de paradoxe où moi, je monte des chiffres pour dire qu'il n'y a pas de retombées économiques, mais que toutes les personnes qui sont contentes sont quand même, finalement, les personnes de la région, et donc, on devrait quand même le faire. Ce serait légitime politiquement de faire l'événement, puisque ça satisfait les gens de la région, mais moi, mon chiffre économique, il n'est pas terrible. Donc je pense qu'il faut manier ces chiffres avec extrêmement de prudence. Si je vais dans les détails sordides de la méthodologie, quand on fait les retombées économiques, il y a un facteur miracle, donc qui peut faire un peu tout changer. Et je vais vous expliquer intuitivement l'idée. Je regarde ce que les gens viennent dépenser pour mon événement culturel et je l'attribue à l'événement. Et puis on peut se dire, mais finalement, grâce à mon événement culturel, quelqu'un a gagné de l'argent qu'il va dépenser par après. Et donc, finalement, j'ai acheté un paquet de croustillons à Plaisir d'hiver. Grâce à ce paquet de croustillons, le marchand de croustillons va peut-être acheter un journal. Grâce à ça, le libraire va peut-être acheter un pain. Grâce à ça, le boulanger va peut-être, après, acheter un timbre-poste. Et finalement, mon paquet de croustillons a généré toute l'économie bruxelloise. Il y a, dans les études qui sont faites, une espèce de facteur, ce que je vous décris, c'est le facteur multiplicateur, et pour lequel il n'y a aucun consensus en économie. Donc j'ai vu des études où on avait un facteur de 1 à 14. Donc on avait fait une première étude, ça ne plaisait pas trop aux personnes, ils en ont refait une. 14 fois plus élevé les retombées économiques. Donc quand on me sort des chiffres là-dessus, j'ai toujours, évidemment, c'est mon problème d'académique, envie de voir la méthodologie, de voir ce qu'il y a derrière. Et donc je pense que ça c'est le premier élément à mettre en avant quand on parle de la rentabilité. Mais est-ce que les institutions culturelles génèrent de l'emploi? Oui, certainement. Est-ce que c'est un acteur économique? Évidemment. Et donc je pense que ça, c'est une question qu'on doit presque dépasser maintenant pour voir finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à développer ce tissu culturel et quelle est la place de la gestion dans ces institutions culturelles. Ça, je pense que c'est l'élément important. Le paradoxe des institutions culturelles qui n'ont pas de but lucratif, c'est qu'elles sont beaucoup plus fragiles que les sociétés commerciales. On a parfois le mythe, je suis prof de gestion, les sociétés commerciales, industrielles sont bien gérées, etc., etc. Si vous avez une société commerciale, que vous faites une boulette, qu'au lieu d'avoir une rentabilité de 40%, vous avez 25%, vous vivez encore. Quand vous êtes une institution culturelle, que vous faites une boulette et qu'à la base vous étiez juste à l'équilibre, la boulette vous tue. Donc je pense que c'est surtout dans cette optique-là qu'il faut réfléchir à la gestion des institutions culturelles, et je pense que c'est ça l'un des éléments à garder à l'esprit par rapport à cette notion de rentabilité. Je pense qu'on doit plus réfléchir à l'autosuffisance financière ou économique des institutions.
Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table sur cette question parce que le débat est vraiment lancé. Je pense qu'on a déjà, avec votre réponse, une foule de réflexions. Mais on va le faire peut-être déjà avec, dans ce sens-là. Chacun a son micro, je pense. Oui, tout le monde. Ah, ok. Alors Diane Henbert, est-ce que, de nouveau, cette question, est-ce que la culture doit rapporter de l'argent? Est-ce que la culture est un acteur culturel? On l'a déjà dit et je pense que c'est assez évident. Mais est-ce qu'elle doit rapporter de l'argent? Ce sont des questions très complexes parce que, moi personnellement, je ne les comprends pas très bien, dans la mesure où la question principale pour moi est que la culture, le secteur d'activité culturelle, parce que déjà sur le mot culture, on peut discuter longtemps. La culture, c'est quand même notre patrimoine immatériel commun. Donc là, on parle d'activité culturelle. Je pense que l'objectif n'est jamais de gagner beaucoup d'argent. L'objectif est de pouvoir en vivre et se développer, première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la culture est sans frontières, ou en tout cas, les activités culturelles prennent de plus en plus une dimension internationale, puisque on vit dans une situation globalisée, voire mondialisée, et que on est aussi dans une culture qui est fondamentalement consumériste. Donc une activité culturelle génère des produits culturels. Et je voudrais quand même, par rapport à ça, alimenter le débat plutôt que de répondre à des questions aussi complexes. Je voudrais vous faire part d'une histoire qui m'a frappée ces derniers temps. Donc actuellement, je vis entre Bruxelles et Londres. Alors c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, le monde culturel tel qu'on le comprend aujourd'hui est beaucoup plus investi par des fonds privés que chez nous. Même des grandes institutions sont plus en équilibre au niveau de leur financement entre des apports privés et des apports publics. Donc ça fait déjà une grande différence. Et les riches, si je puis les appeler comme ça, que ce soit des entreprises ou que ce soit des personnes dans le monde anglo-saxon, ont beaucoup plus l'habitude d'investir de l'argent dans ces secteurs d'activité. Et peut-être que certains d'entre vous, et je l'imagine, connaissent bien la Serpentine Gallery de Londres, qui est un lieu de référence au niveau de l'art contemporain, qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Hans-Ulrich Obrist et qui est désormais repris dans les 10 personnes les plus influentes du monde de l'art actuel. Et il a été interviewé récemment dans la presse américaine, justement à partir d'une question un peu semblable. Et il disait, mais ça devient vraiment très compliqué parce que nous, quand on choisit un artiste pour l'exposer à la Serpentine, ça veut dire qu'il est considéré par nous qui avons de l'influence, il est considéré par nous comme un très très bon artiste. Et à partir de ce moment-là, sur le marché de l'art, qui est quand même l'activité rentable de l'art et qui est très rentable ou parfois très rentable, sur le marché de l'art, sa cote évolue presque immédiatement. Et quand sa cote évolue aussi vite et aussi sensiblement, nous ne pouvons plus l'exposer parce que ça nous coûte beaucoup trop d'argent en termes d'assurance, en termes d'organisation d'une exposition, par exemple. Et nos sponsors n'ont plus envie de nous suivre parce qu'ils trouvent ridicule de devoir payer autant d'argent pour sponsoriser une activité, une exposition, un événement culturel de ce type, et plutôt que de faire autre chose. Et autre chose, en l'occurrence, ce serait de l'éducation, ce serait peut-être de la santé, ce serait d'autres activités. Et donc, plus, paradoxalement, plus le marché grandit, plus les artistes, plus le marché de l'art devient prospère, plus le marché évolue dans ce sens, plus finalement il se tire une balle dans le pied. Et c'est une chose qui ne répond pas vraiment à votre question, mais qui ajoute, si je peux me permettre, un peu de complexité aux choses. Alors pour terminer, encore une petite réflexion.
Et ça, c'est une réflexion que j'ai envie de partager avec vous après quand même une trentaine d'années d'activité dans ce secteur. C'est que je constate qu'en Belgique, en tout cas en Belgique francophone, le monde associatif est un monde extrêmement frileux par rapport au secteur privé. Et je rencontre encore régulièrement des gens qui trouvent que se faire sponsoriser un spectacle ou une activité culturelle par une entreprise privée, c'est un peu vendre son âme au diable. Et je trouve que c'est un peu idiot parce qu'il y a certainement beaucoup de ponts à développer et pas toujours dans le sens du secteur privé vers le monde associatif. Je pense que le monde associatif doit aussi s'ouvrir à tout ça avec intelligence, évidemment, et avec à propos. On va continuer ce tour de table. Vous avez été, Richard Miller, ministre des Arts, des Lettres, de la Culture. Quand on a ce poste-là, est-ce qu'on demande à un moment donné aux gens à qui l'on donne des subsides un retour sur investissement? Le mot est un petit peu cruel, voire grossier dans ce contexte-là. Mais est-ce qu'on demande, quand on a des contacts réguliers avec des théâtres, des musées, une forme de rentabilité? Oui, contrairement à Diane, je n'habite pas entre Londres et Bruxelles. Oui, moi, j'habite entre Mons et Bruxelles. Voilà. Donc, je crois que c'était suffisamment clair ce que je viens de dire. Et donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais essayer de répondre très rapidement pour pouvoir aussi, après, développer quelques idées. Le premier type de réponse, quand on est ministre, on doit absolument gérer tous les aspects du département et donc à la fois essayer de renforcer la créativité, de privilégier les artistes, les créateurs, essayer d'apporter des solutions à tout un ensemble de problèmes, et on doit aussi gérer un budget. Donc, quand une institution, quand un opérateur peut, à un certain moment, présenter quand même de bons résultats, voilà, ça fait plaisir à l'administration, ça fait plaisir au ministre, ça fait plaisir à tout le monde. Mais il ne faut pas se leurrer. Je ne pense pas, je ne crois pas, et je réponds à votre question, doit-elle être rentable? Doit-on absolument, utiliser des critères de rentabilité pour, à un moment donné, négocier un contrat-programme avec un opérateur important? Je pense, franchement, l'expérience, j'ai peut-être pensé ce genre de choses, mais l'expérience maintenant m'amène à dire que la culture a toujours coûté cher, quelles que soient les époques de l'histoire, ça coûte cher. Si vous voulez, au moment où, je sais pas moi, quelqu'un a créé le tombeau de Jules II, eh ben, ça coûte cher. On crée des films, ça coûte cher. Il y a un spectacle, on entretient un orchestre, un opéra, ça coûte cher. Si on le fait, ce n'est pas simplement pour que ça rapporte. Si on le fait, c'est parce qu'il y a une autre attente. Il y a une attente qui est beaucoup plus humaine, qui est beaucoup plus liée à une confiance qu'on a dans les êtres humains, leur capacité de ressentir des émotions, de les exprimer, etc. Et cela, je regrette, mais je pense que le politique doit absolument maintenir cette responsabilité vis-à-vis de la création artistique et culturelle. Alors, ce n'est pas facile, c'est pas simple, il y a toujours des difficultés budgétaires ou autres, etc., etc. Mais sincèrement, je crois que le politique faillirait à son rôle s'il ne maintenait pas ça. Donc, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, et notamment avec toutes les restrictions budgétaires pratiquement à tous les niveaux, je vais d'abord, je pense que ce que Diane
Ellenberg a dit est intéressant. Autant il faut maintenir les mécanismes de subsidiation, les renforcer, les développer, les améliorer. Il y a toujours moyen de faire mieux. Mais autant je pense aussi qu'il faut davantage ouvrir l'activité artistique et culturelle, la créativité, à des modes de financement qui aillent davantage chercher des moyens dans le privé. Il y a de beaux exemples. Hein. Le tax shelter est un bel exemple. Il y a moyen d'améliorer, mais il y a moyen peut-être aussi de l'étendre à d'autres types d'activités artistiques. Il y a la chapelle musicale de Waterloo qui est aussi un bel exemple. Donc on peut essayer de renforcer la législation. Je ne suis plus ministre, je suis parlementaire ou fédéral. Ben, je peux vous dire que ça, c'est un élément qui m'intéresse. Renforcer les mécanismes de mécénat, à la fois dans le mécénat d'entreprise, mécénat privé. Donc tout ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut essayer d'aller vers davantage d'ouverture aussi vers un financement de type privé, ce qui n'est pas vendre son âme au diable. Les gens choisissent. Si quelqu'un a cette possibilité d'aller chercher des moyens financiers, il le fait. S'il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas, etc. Donc ça, c'est une piste. Il y a une réflexion que j'aimerais bien pouvoir développer un tout petit peu, encore, c'est celle-ci. Le rapport entre le monde culturel et le monde artistique et le politique est aussi affecté par l'évolution du politique et par l'évolution du paysage politique. Ce qui s'est passé avec la fédéralisation de l'État a eu des influences, notamment sur la créativité en Wallonie et à Bruxelles. Mais je prends l'autre exemple, par l'autre côté, à savoir que pour l'instant, on est tous embarqués dans un projet européen dans lequel, je crois, nous pensons tous, nous sommes assez convaincus de la nécessité de l'Union européenne. L'Union européenne, par tous les mécanismes politiques qui se sont développés, a un regard budgétaire sur l'ensemble de tout ce qui est fait dans notre pays et qui concerne tous les niveaux de pouvoir, communauté, région, commune, etc., etc. Bien, moi, j'ai le sentiment que voilà, c'est une nouvelle donne, c'est comme ça, il y a moyen d'essayer que ça se passe bien, mais alors je pense qu'il est grand temps aussi de développer la responsabilité européenne vis-à-vis de la création artistique et culturelle sur le territoire européen. Il y a plein de missions culturelles qui sont remplies, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles, où on essaye de faire passer l'idée européenne, on essaye de faire passer l'idée du vivre ensemble, on essaye de faire passer des tas d'idées sur l'intérêt de la culture, etc. Tout cela dans un contexte où le citoyen ne s'y retrouve plus vraiment. Et donc, je reste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je reste un Européen convaincu, mais je pense que le débat sur le financement de la culture sur l'ensemble du territoire européen, il devrait aussi être porté à ce niveau-là. Et donc voilà, je réponds à votre question. Je pense qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas exiger des opérateurs publics, dès la création artistique, une rentabilité à tout crin. Je crois qu'il faut essayer que ça marche le mieux possible. Il y a des mécanismes de financement privé qui pourraient s'ajouter positivement aux mécanismes de subsidiation. Je crois beaucoup, moi, dans le débat au niveau européen. L'Europe ne met pas un franc dans tout ce que l'on fait au niveau artistique et culturel parce qu'on a eu peur du grand pudding européen, etc. Je crois que là, il y a un combat à mener, un combat que toutes les formations politiques peuvent mener ensemble. Et alors, une toute dernière chose, je ne vais pas développer pour ne pas être trop long, mais je tiens aussi à le dire. Il y a vous l'avez très bien dit, il y a cette vision maintenant économique de la création artistique et culturelle. C'est vrai, et en plus je pense que vous avez raison, je partage votre avis quand vous dites qu'il faut se méfier de cette proximité qui fait qu'on aurait de plus en plus le regard économique sur la culture, mais je crois aussi que cette réflexion-là, elle doit aussi être développée dans l'autre sens. C'est aussi parce que l'économie devient de plus en plus culturelle qu'il y a de plus en plus cette proximité. Ça, c'est un élément qui, à mon avis, mérite d'être développé. Quels sont les dangers, finalement, déjà tout ce qu'on vient de dire? Il y a en effet beaucoup de questions, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de dangers quand on demande à la culture d'être rentable. Pour caricaturer, on pourrait dire en effet, quand il y a des investisseurs privés, certains artistes pourraient se dire on va vendre notre âme au diable. En même temps, c'est vrai que quand on voit d'autres modèles économiques à l'étranger,
trop de rentabilité risque parfois de nuire à l'originalité, à la création. Est-ce qu'il y a des dangers à trop concilier finalement ces deux notions de culture, de création et d'économie et de rentabilité économique? Moi, je crois en fait que le débat est tout à fait, à la base, complètement dévoyé. Parce que d'un côté, on a tout le pôle des industries culturelles et créatives, qui représente quelque chose de très important, qui est un secteur au niveau européen qui représente 8 000 emplois, qui fait 4,5% du produit intérieur brut européen, qui représente 7 fois plus de contribution au PIB français que le secteur automobile en France. Donc je veux dire, ce sont des chiffres qui comptent. Cette culture-là, liée aux industries culturelles et créatives, est un secteur rentable, un secteur dans lequel on doit investir. Et d'ailleurs, à l'occasion de la présidence belge que j'ai eu l'honneur de présider au niveau de la culture et de l'audiovisuel, ça a été une des thématiques, c'était de dire comment est-ce que les États européens peuvent encore mieux soutenir leurs industries culturelles et créatives parce qu'elles participent de l'économie, du développement économique de l'ensemble de l'Europe, mais de chaque entité par ailleurs. Et puis à côté de ça, vous avez la dimension de la culture que je vais appeler plutôt sensible, que Richard Miller a bien évoqué, et qui touche à des opérateurs qui ne sont pas spécifiquement rentables, qui ne sont pas dans une dimension, qui n'ont pas une vision économique du projet culturel, mais qui contribuent à la rentabilité par la présence et la participation des citoyens, par l'accessibilité la plus large, par le fait qu'il y a une médiation culturelle importante et parce qu'elle transforme le citoyen à travers les projets qui sont accessibles, auxquels participent ces citoyens et qui font qu'ils s'émancipent, qui font qu'ils participent au vivre ensemble, qui font qu'ils contribuent à être un citoyen actif et responsable dans sa cité, quelle qu'elle soit. Et je crois que le débat est dévoyé et dangereux d'ailleurs parce que encore, je me rappelle la dernière année de mon mandat de ministre de la Culture, ma collègue Aurélie Filippetti avait organisé le forum de Chaillot à Paris et elle avait réuni des artistes qui venaient d'Europe et qui vraiment tiraient la sonnette d'alarme en disant on ne veut plus et on n'acceptera plus qu'on parle de la culture comme étant un élément simplement économique et qui rapporte de rentabilité. On a peur en fait que si on mise simplement sur ces industries culturelles et créatives, qu'on arrête du coup de soutenir, de subventionner, de mettre en place des projets qui, eux, participent à tout ce que j'ai dit il y a quelques instants, de cette cohésion sociale, de cette fédération des individus qui font qu'ils trouvent un espace de réflexion, repensent le monde, surtout en cette période de crise économique que nous connaissons tous au niveau européen. Et donc je crois que vraiment il faut faire très attention à ces débats parce que vous avez deux types de culture, et Diane l'a bien évoqué, on parle de culture, mais on devrait parler d'activités culturelles ou de projets culturels. Et même dans ces projets culturels, vous avez à la fois des projets qui touchent à un public très large et qui sont populaire, et moi je n'ai pas peur de dire que la culture elle doit être populaire, et ça ne veut pas dire que c'est de la culture au rabais, que c'est la culture avec un petit c. La culture populaire, c'est celle qui voit que les gens ont envie de participer, ont envie d'accéder à ce projet culturel. Et à côté de ça, et donc ces projets-là ils doivent être soutenus et ils peuvent à un moment donné être plus ou moins équilibrés, peut-être pas rentables, mais équilibrés dans leur budget, à la fois avec des apports, des recettes privées, mais aussi des soutiens publics. Et puis vous avez toute la dimension de la culture qui est cette création que j'appellerais un peu de type laboratoire et qui font qu'on doit aussi aider des projets qui ne font pas de public, mais qui participent aussi à l'évolution de la culture. Parce que la culture d'aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a connue à 50 ans, les projets ont tellement évolué. Et puis nous sommes dans une diversité très forte que ces projets-là, s'ils ne sont pas soutenus, et ceux-là ils ne sont absolument pas rentables, ils coûtent à la société, mais ils doivent être défendus de la même manière. Et donc, je crois vraiment qu'on est dans un débat qui est beaucoup plus large que de dire est-ce qu'il faut que ce soit rentable. Et je voudrais, dernier mot, après je laisserai parce qu'on est nombreux à devoir s'exprimer, je ne veux pas monopoliser la parole, je voudrais aussi rappeler que nous allons fêter dans quelques mois, au mois d'octobre, les 10 ans de la Convention UNESCO qui promeut la diversité culturelle. Je crois vraiment que nous sommes à un moment aussi très important et nous devons tous faire très attention au fait que c'est un combat qui a été initié il y a plus de 20 ans et vous vous souviendrez de l'esprit de Mons, n'est-ce pas Richard, où Elio Di Rupo qui avait réuni les ministres de l'audiovisuel, les ministres du cinéma à Mons, c'était sur le débat de l'exception culturelle et on avait parlé de l'esprit de Mons parce qu'il fallait défendre cette diversité culturelle.
Et puis, on a cette convention qui a été signée en 2005 et qui, aujourd'hui, fête ses 10 ans. Je crois qu'on doit rester vigilant parce qu'on a encore des velléités, on le sait, dans le cadre de négociations d'accords entre l'Europe et d'autres pays du monde, que je ne vais pas citer pour ne pas être désagréable. Il y a toujours des velléités pour considérer la culture comme une marchandise. Et la culture, ce n'est pas une marchandise, même si parfois, elle peut rapporter. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un moment dans notre histoire du XXIe siècle où elle est de plus en plus considérée comme une marchandise, où finalement l'évolution à la fois des pensées, des mœurs et puis des actes, et pas seulement politiques, va plutôt dans le sens contraire de tout ce qu'on vient de dire. Je voudrais avoir peut-être l'avis de Jacques Remacle à ce sujet-là. On parle en effet, et ce sont des belles paroles qu'on a envie d'entendre, soutenir à la fois ceux qui marchent, et puis soutenir ceux qui travaillent dans des laboratoires et qui font évoluer une création, une pensée. Dans les faits, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de voir le fossé s'écarter de plus en plus? Il y a pas mal de fossés dans la société, entre riches et pauvres. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça aussi dans le domaine de la culture? Mais la culture, elle ne vit pas sur un satellite en dehors du monde. La culture, elle est dans le champ du monde comme on le vit. Alors on vit dans une économie de marché avec une certaine régulation. Et cette économie, effectivement, aujourd'hui produit une grande précarité. Et cette précarité, effectivement, se retrouve évidemment dans le secteur culturel. Je m'attendais à ce que vous me disiez comment est-ce qu'on peut être rentable quand on est gratuit, puisque c'est un peu le secteur dans lequel je travaille. Mais je pense que c'est les deux pièces d'une même face. On ne peut pas... La question essentielle, c'est une question de la définition. Qu'est-ce qu'un service public de la culture? Aujourd'hui, si les musées peuvent être gratuits le premier dimanche du mois, 12 jours par an, soyons raisonnables quand même au niveau de l'accessibilité et au niveau de son impact budgétaire sur les institutions, c'est parce que ce sont des services publics. Ils peuvent l'être parce qu'ils sont des services publics. Et c'est ce qui fait leur particularité par rapport à d'autres opérateurs culturels. Il y a évidemment des entreprises présentes dans le domaine culturel, des grandes entreprises, des multinationales, comme des petites entreprises, des entreprises familiales, des entreprises d'économie sociale, des toutes petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre une toute petite entreprise qui a besoin d'un soutien économique et un artiste qui est un entrepreneur, qui peut vendre ses prestations uniquement de manière limitée dans le temps, qui doit préfinancer ses productions qu'il va mettre sur le marché de l'art ou sur le marché en général. Et donc, il y a effectivement une question de redéfinir ce qu'est le service public de la culture. Et le service public de la culture, il n'est pas facile à définir, de par son organisation. Parce qu'historiquement, d'une part, il est délégué. L'État ne gère pas directement les institutions culturelles, et je pense que c'est un bien. Ce sont des conseils d'administration, ce sont des associations. L'État y est représenté, il y a un mot à dire, mais n'y est pas lié dans sa gestion quotidienne, sauf pour un certain nombre d'institutions où il s'agit de départements en gestion séparée, comme les musées fédéraux, comme le musée de Marimont aussi, comme les établissements dont le ministre Enders a la charge aujourd'hui. Alors, ça, c'est une première particularité. La deuxième particularité du service public de la culture, c'est qu'il n'est pas indépendant du marché. Il y a une partie de ces recettes qui sont des recettes propres, où il est en concurrence. Il est en concurrence avec son institution culturelle voisine ou parallèle, et il est aussi en concurrence avec les entreprises. Quand on passe son samedi soir, on hésite entre aller voir un spectacle du Théâtre National ou aller voir le nouveau Star Wars. Eh bien, on a un certain nombre de contraintes qui sont les contraintes de la limite dans le temps, et qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, l'offre culturelle, avec le fait que l'économie culturelle est devenue un secteur très très important, l'offre est très très importante, et donc il y a une nécessité de trouver sa place. Et là, il y a un risque. Je pense qu'il y a un risque que pour chercher à faire du chiffre, que pour chercher à obtenir le plus de public, l'institution culturelle perd son rôle de service public et court derrière, je ne dirais même pas la rentabilité, je dirais tout simplement court derrière la notoriété, court derrière le maximum de public, au lieu de faire son rôle qui effectivement est de soutenir ce qui n'a pas sa place
dans le marché public. Je vais donner un exemple, un bon exemple. Je ne vais pas être critique. Je vais trouver un bon exemple. Le spectacle Kiss and Cry de Jaco van der Mael et de Michel Andemey. C'est un spectacle coproduit par des institutions. C'est un spectacle qui est impayable, qui n'est absolument pas rentable. C'est un très beau spectacle, il remplit des places, entre 500 et 800 personnes, mais ce n'était pas suffisant que pour payer le coût de la préparation, le coût du déplacement, le coût du montage. Donc, il doit être, plus il va tourner, plus il va avoir de succès. C'est d'ailleurs son cas, plus il va coûter cher. Ce qui est effectivement la notion même de ce que j'explique. C'est expliqué par un économiste américain, Baumol, qui explique bien que plus un spectacle de ce type-là a du succès, plus il va coûter cher. Et alors, à l'inverse, vous connaissez sans doute ce merveilleux ouvrage qui s'appelle « Inconnu à cette adresse », qui raconte les échanges épistolaires entre un juif immigré et sa famille restée en Allemagne. Ben, ce spectacle, il a été monté par une production française avec deux grandes stars que j'aime beaucoup, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. Ça rejoue dans des salles de 1000 personnes. Vu les vedettes, ben on peut mettre les places à 50 €. Donc on peut faire des jauges avec deux comédiens de 40 à 50 000 € de recettes sur la journée. Mais il y a moyen de très bien payer les comédiens. D'ailleurs, il ne manque pas de demander des bons cachets. Et ça permet de dégager des marges à la production. Et c'est ce qui... honnêtement, je l'ai vu, c'était une daube, parce que le spectacle est trop court, parce qu'on a mis une petite vidéo devant pour le rallonger, et que ça passait pas très bien. Mais bon, je veux dire, j'ai quand même été séduit. Mais bon, ça ne vaut pas le texte que... ça ne met pas vraiment en valeur le texte qui a été fait. Et ça, c'est le risque, c'est qu'effectivement, lié au problème économique, avec les contraintes qu'ils ont en termes de budget, c'est que des opérateurs publics aillent plutôt vers ce genre de production. Et ça, effectivement, je pense que c'est ce qu'on doit éviter. Voilà, ça c'est un des dangers. Madame la ministre, on va terminer ce premier tour de table. C'est difficilement conciliable finalement, ces deux termes de création et d'économie. Là, il y a des mots qui ont été lancés, industrie, et c'est clair qu'en Belgique, nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas une industrie du cinéma comme peuvent l'avoir, par exemple, les États-Unis. On a de grands talents, mais on n'est pas dans une industrie qui pourrait être capable de sortir Star Wars et qui ferait de la concurrence au Théâtre National. Mais donc, comment concilier ça? Comment abordez-vous aujourd'hui, que vous êtes ministre et à ce poste-là de la culture, ces deux notions-là? Est-ce qu'elles sont conciliables? Et comment pourrait-on concilier tout cela? Voilà, c'est vrai que c'est une belle question et qui demande des réponses nuancées, parce que je pense qu'il y a un aspect qui est complètement inconciliable et un aspect qui l'est totalement. Et qu'en fait, on doit vraiment travailler quelque part les deux configurations de la création et de la culture selon les définitions et selon les objectifs. Et donc, comme ça a été dit par Richard, par Fadila, par Jacques, etc., la culture, au fond, avec l'enterrement et le langage, c'est la première marque de l'humanité ou de la trace humaine de l'homme. En fait, il n'y a rien qui est plus consubstantiel à la nature humaine que la culture, l'expression, le rapport au beau, à la musique, le lien social que ça incarne, le questionnement philosophique, le rapport à la science. En fait, tout est vraiment, je pense, intimement et intrinsèquement lié à la part la plus profonde du déploiement humain, personnel chez l'enfant. Voilà. Et donc, il est lié à la question du sens, il est lié à toutes les questions des sociétés contemporaines, à la manière avec laquelle on se projette dans le futur. Et donc, cet aspect-là de la culture avec une vision humaniste, c'est un aspect qui est non négociable. C'est pas un bien marchand. Et ça ne peut jamais être une marchandise, et c'est quelque chose qui doit être, par les pouvoirs publics, avec toute l'autonomie que nécessite évidemment la marge laissée à la création de l'artiste, qui doit être rebelle, qui doit casser à un moment des schémas, qui doit oser innover, etc., qui doit oser critiquer, qui doit oser repenser le monde, etc., qui doit évidemment, avec cette autonomie-là, le financer, avoir une politique publique
dans le bon sens du thème, forte, et qui doit absolument l'émanciper de la sphère économique pure, de la sphère commerciale, de l'attente absolument d'une rentabilité X, Y, Z, avec des finalités qui ne sont pas celles a priori au départ de la culture, qui a en fait de multiples finalités autres que commerciales a priori ou économiques. Et c'est en cela qu'il est indispensable d'avoir évidemment une politique de subventionnement intelligente, où on réinvestit de manière beaucoup plus forte le soutien à l'artiste, le soutien à la création, avec la liberté nécessaire, et où on n'attend pas nécessairement a priori une rentabilité comme dans d'autres types de secteurs. Ce qui ne veut pas absolument dire que par ailleurs on n'attend pas nécessairement des capacités de recettes et d'efficience. Ça, je vais y arriver. Donc ça, c'est vraiment l'aspect vraiment le plus fondamental de la culture, qui fait que par rapport à toute une série de combats, et Fadila a redit notamment le combat qu'on va continuer à mener, notamment à l'occasion du 10e anniversaire de la Convention UNESCO, toujours à Mons, puisque cette fois-ci c'est Mons 2015, donc ce sera l'esprit de Mons qui va frapper 2 fois, et où l'enjeu, c'est justement de développer l'exception culturelle, pas 3 fois, 2 fois. Après, on verra bien dans 15 ans, qui, quoi, où on va devoir non seulement continuer à défendre l'exception culturelle, mais à la défendre dans le secteur le plus dangereux par rapport à la marchandisation de la culture, qui est le secteur numérique. Parce que la pensée du marché unique, déjà au niveau européen, on a dû se battre pour finir une stratégie digitale qui est plus ou moins plus compatible avec ce que nous attendions, mais avec une pensée de marché unique au niveau européen, avec la pensée évidemment du service et de la commercialisation au niveau du monde anglo-saxon et américain, on considère que le numérique c'est un service, que l'important c'est la forme, et que c'est ça que et que c'est du marché, et que ça n'a plus rien de culturel. Alors que le contenu, l'innovation est culturelle et doit être protégée dans le numérique tout autant que dans le livre, que dans la peinture, que dans l'écriture, etc. Et ça, c'est un combat majeur. On est en train de financer toute une étude juridique approfondie. J'en ai parlé hier avec Fleur Pellerin, parce que il y avait le film de Jacob van der Mael qu'il fallait aller soutenir. J'en ai profité pour voir la ministre, pour justement comme je pense que tu l'avais fait à l'époque, que l'on fédère des ministres européens et qu'on ait un vrai combat au niveau international pour bien dire, crier et redire. Et la ministre de la Culture québécoise que j'ai rencontrée récemment va être partie prenante, que nous ne voulons pas de cette marchandisation-là. Et qu'au niveau du numérique, il s'agit simplement d'une forme comme une autre, mais que le contenu, il est culturel, et qu'on doit, au-delà de la langue, etc., se défendre pour que nous puissions garder en tout cas la sauvegarde et l'accepter en tout cas de sa négociation ou de l'enfermement dans un cadre purement commercial et économique. C'est la même chose en ce qui concerne l'audiovisuel dans toutes les négociations que nous avons entre l'Europe et les États-Unis pour le moment, pour faire en sorte, et c'est un combat qui est porté aussi par la France, par la Belgique, etc., que nous ayons cette exception-là. Voilà. Ça, c'est le premier aspect des choses. Et c'est un combat que nous devons vraiment mener, et où le numérique, la mondialisation, la manière avec laquelle les fameux GAFA, Google, Facebook, etc., utilisent, avec leurs plateformes de diffusion, la culture, entre guillemets, pour la marchandiser, ou pour finir, on en arrive même à ne plus offrir que ce que la personne semble attendre sur base de ses spécificités analysées avec des données, etc., qu'on s'est appropriées. Je veux dire, on est vraiment dans un véritable danger lié à la mondialisation et au numérique. Mais par ailleurs, il est vrai qu'il y a parfois une sorte d'exaltation, peut-être parfois exagérée, à complètement dichotomiser économie et création, où il est vrai, Fadila l'a redit au niveau des chiffres, il y a cette étude qui vient de sortir qui démontre que rien qu'en Europe, on a 535 milliards de chiffre d'affaires dans le cadre des activités culturelles ou entreprises culturelles au sens large. On y met aussi la publicité, l'audiovisuel, les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il n'y a pas que de la culture. Voilà. Mais néanmoins, ça fait plus de 7,2 millions d'emplois. Et cet aspect-là des choses qui, à un moment, permet à la création aussi d'être soutenue, qui permet à la création aussi d'être connue, de traverser les frontières et de se déployer avec parfois des très beaux sujets, objets ou autres, que ce soit en termes de littérature ou de livres, que ce soit en termes de cinéma ou d'autres types de créations, de grands spectacles. On voit avec le Cirque du Soleil, je ne dis pas que c'est toujours l'apothéose de la culture, mais il y a quand même des choses au départ qui n'étaient pas inintéressantes en tant que telles, qui peuvent vraiment montrer que
à partir d'une création, à partir d'une idée, d'une innovation, etc., ou d'un aspect plus événementiel, mais on peut, oui, générer à la fois des recettes, des ressources, des emplois et un déploiement économique dont nos sociétés ont besoin. Et on sait très bien que l'économie du XXIe siècle est une économie de plus en plus de l'immatériel, de l'innovation, de la création et de plus en plus de la culture. Et c'est pour ça, et ça me fait beaucoup rire, que tout d'un coup, des gens qui n'ont pas toujours été sensibilisés à la défense de la culture commencent à s'intéresser aux artistes et aux créateurs parce qu'on se dit qu'à terme, ils peuvent générer des profits, alors que ce n'est absolument pas a priori l'ambition d'un artiste en tant que tel. Mais c'est une thématique qu'on ne peut pas nier, parce qu'à un moment, elle peut aider l'artiste aussi, parce qu'à un moment, les pouvoirs publics, qu'on le veuille ou non, et dans les situations que l'on connaît, n'ont pas toutes les capacités, et que dès lors, l'utilisation intelligente, avec des cadres intelligents, et avec évidemment des balises publiques, un argent qui peut être mobilisé intelligemment. On l'a dit sur la tax shelter, on peut le dire sur un mécénat culturel dont on devrait d'ailleurs, je pense, améliorer le cadre au niveau fédéral pour le rendre beaucoup plus accessible et efficace, mais qui sont de vrais outils au service aussi des créateurs, des collections. Regardez ce qui se passe au niveau maintenant de la dynamique de l'art contemporain à Bruxelles. On est dans un cadre aussi commercial et par ailleurs, ça aide au déploiement. Ça nous a permis, avec le sponsoring, d'avoir notamment à la Biennale de Venise, voilà, un projet qui soit porteur et que peut-être seul on n'aurait pas pu financer nécessairement nous-mêmes. Le tout est de garder le cadre et de mettre des balises. Mais par ailleurs, et j'en termine, ce n'est pas pour autant non plus dans cette thématique-là que nous ne devons pas demander à nos opérateurs culturels d'avoir aussi parfois, dans la gouvernance et dans l'efficience, des logiques de recettes intelligentes. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la culture qu'on doit ne vivre que de la subvention, en ne se souciant pas toujours nécessairement, et ce n'est pas pourtant qu'on est commercialisant, qu'on perd son âme, etc., d'une certaine efficacité aussi en matière gestionnaire, mais aussi en matière de retour. Et quand je dis retour, c'est aussi, c'est ce que disait Fadila, c'est de se dire qu'on fait de la culture pour se faire plaisir sûrement, mais aussi un tout petit peu pour les autres, et que dès lors, sans nivellement par le bas, ce n'est pas un gros mot d'essayer de faire en sorte parfois d'avoir des choses qui marchent. Et ce n'est pas nécessairement le nivellement par le bas. Et c'est parfois difficile à faire comprendre dans certains secteurs. Et je pense qu'il faut dès lors allier de manière un tout petit peu plus équilibrée les deux thématiques ensemble, notamment en matière de gouvernance. Je voudrais qu'on revienne sur les investisseurs privés, puisque c'est une chose qui est apparue déjà dans la discussion à plusieurs reprises. Alors, évidemment, il y a eu le mécénat par le passé, et puis aujourd'hui, les services publics qui peuvent en effet soutenir, aider la création. Aujourd'hui, en effet, peut-être que ce n'est plus suffisant, peut-être qu'il faut aller chercher chez les investisseurs privés. Il y a par exemple une fondation qui s'appelle la Fondation Prométhée qui travaille énormément, qui dépense beaucoup d'énergie pour que énormément de grandes sociétés comme Total par exemple puissent venir aider des projets comme Keramis qui vient d'ouvrir, etc. Mais je me dis comment peut-être démocratiser ou rationaliser ce mécénat-là, parce que j'ai l'impression parfois que quand on voit les résultats de ces investissements, ce sont des grands acteurs culturels. Moi je pense toujours aux plus petits qui ne sont pas forcément, ils sont plus modestes en taille, mais pas forcément en talent. Et donc comment faire ça ? Comment réussir à ce que finalement cette porte, pas de sortie, mais en tout cas cette nouvelle manière, qui est déjà ancienne, mais peut-être nouvelle aujourd'hui, d'aller chercher en effet les investisseurs privés, comment faire en sorte que ça puisse rejaillir sur toute la création et pas sur certains projets patrimoniaux ou culturels. Je ne sais pas si quelqu'un a envie plus de répondre. Ce qui est vraiment intéressant dans ce qui est en train de se passer, parce que le numérique c'est le meilleur et le pire, mais il y a aussi le meilleur, c'est que par rapport à des petits projets qui sont intéressants, ou des projets un petit peu plus majeurs mais qui n'ont pas encore nécessairement la taille pour attirer Nestlé ou les grands donateurs en tant que tels, c'est le crowdfunding. C'est que vous avez une vivacité citoyenne par rapport à un projet ou l'autre, ou à un moment, même sans être une entreprise, vous avez des fonds qui peuvent, par rapport à un projet, une pièce de théâtre, etc.,
être lancé via le numérique ou Internet et où chacun finance une petite part. Et fondamentalement, quand on fait la somme, on arrive à pouvoir financer un spectacle. Alors parfois, c'est des groupes évidemment qui sont plutôt attirés par la culture, mais pas nécessairement. Donc voilà, je ne dis pas qu'avec ça, on va tout résoudre. Mais il y a une dynamique citoyenne, même dans le financement, qui est en train de se déployer via le crowdfunding. Deux, c'est vrai que... Et là, c'est en cela qu'on doit avoir des partenariats publics-privés, pour justement faire en sorte que le partenariat puisse aller vers les projets émergents, pas nécessairement connus, les plus petites structures, etc. Et dans le cadre desquels, au-delà du partenariat, on doit pouvoir libérer peut-être les initiatives par rapport au carcan juridique actuel. Par exemple, le tax shelter. Voilà une opération qui, en matière de cinéma, nous a permis non seulement d'être connus, voilà, mais ça permet d'avoir des coproductions beaucoup plus importantes via le fait que tout le monde, d'ailleurs les Français râlent beaucoup parce que tous les films viennent se tourner en Belgique, mais je l'aurais dit hier, c'est quand même 154 millions de financement pour des films majoritaires français qui certes viennent se tourner en Belgique et on a dès lors des coproductions qu'on injecte dans les films français. Donc c'est du win-win, mais qui nous a permis un déploiement du secteur du cinéma. Mais pourquoi pas l'essayer sur le secteur des arts de la scène ? Pourquoi pas? Alors, évidemment ça ne va pas être le seul souci et pas le seul outil, parce qu'évidemment, peut-être que le critère sera plus des choses rentables, faciles, etc. Sans doute. Mais complémentairement à l'action publique qui, a les limites qu'elle a, c'est fabuleux. Des petits jeunes hier, il y avait Alice on the Roof, voilà, une petite qui sort, qui commence à bien marcher dans nos jeunes talents belges. Mais voilà... Pour des spectacles d'art de la scène, on a vraiment des capacités nouvelles à imaginer. Le mécénat aussi, on a un mécénat qui est très rigide, mais rien qu'en permettant des déductibilités fiscales, même pour des apports en nature, des services qui peuvent vraiment faciliter la vie des artistes sans nécessairement être en financement. Voilà, toutes des petites choses qui peuvent aider. Donc on doit repenser ce rapport public-privé au niveau du financement. C'est ce qu'on va faire notamment dans l'opération Bouger les lignes prochainement. Avec quel garde-fou aussi, parce que voilà, il faut toujours... Voilà. Alors, une réaction de Fadila et puis oui. Par rapport au tax shelter, je partage effectivement l'analyse que c'est vraiment un bon dispositif qui a été initié en 2003. Mais je voudrais aussi rappeler que le premier partenaire d'un film en Belgique, et un film majoritaire, c'est encore le Centre du cinéma, parce que dans la dimension création et culturelle, c'est vraiment le premier partenaire qui est, je dirais, porteur du projet. Et donc ce que je voudrais dire ici, c'est que le tax shelter peut effectivement entraîner des dérives. Et ces dérives d'ailleurs ont été mises en évidence il y a quelques mois de manière très judicieuse. Je crois qu'effectivement le tax shelter est un bon système, un bon dispositif, mais il doit contribuer à la culture belge, sans vouloir faire du nationalisme ou de l'identitaire, mais je trouve qu'il doit participer à des projets de Belgique. Alors le cinéma c'est parfait, il faudrait l'élargir, et ça fait longtemps qu'on entend qu'on va l'élargir à d'autres secteurs. J'y suis très favorable, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, on l'a toujours pas fait, hein, je veux dire, et ces gens-là sont toujours en fonction. Donc oui, ok, mais alors on arrête les dérives et on l'élargit à d'autres secteurs. Richard Miller. Oui, parce que un mot du tax shelter, c'est vrai que l'idée qu'on essaye de développer est d'étendre le système à d'autres formes de création. Pourquoi ? Tout simplement, déjà parce que ça a bien marché au niveau du cinéma. Donc c'est un bon exemple et il y a une volonté de l'étendre. Il y a eu des correctifs qui ont déjà été apportés de façon à ce que le tax shelter puisse davantage être ciblé sur des créations belges. C'était tout un travail qui a été mené. Et voilà, c'est un très très bel exemple d'une volonté à la fois du monde artistique et créatif. On a beaucoup travaillé avec les frères Dardenne. Je me souviens d'André Delvaux sur les antennes de la RTB dire « Chiche, le politique n'arrivera pas à faire le tax shelter ». Et finalement, on l'a fait. Je ne vais pas commencer à dire quelle partie l'a fait, c'est pas la peine. Mais on l'a fait. Et on a tous bien travaillé. On a tous bien travaillé. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais ce que je voulais vous... Non, c'était pas un Montois, c'était un Liégeois. Avant, il était Liégeois. Voilà. Ce que je voulais vous dire, parce que c'est un peu plus important, c'est qu'il y a une chose qu'on a peut-être oubliée, c'est qu'à l'époque, quand on a créé le tax shelter pour le cinéma, on a dû l'échanger contre quelque chose.
avec nos amis flamands. Il a fallu donner le même montant que ce qui a été accordé pour le tax shelter, donc pour le cinéma. On a dû l'accorder pour, je crois, les pêcheurs de crevettes ou quelque chose comme ça. C'était une négociation. Et donc c'est, voilà, je le dis, c'est sous forme de plaisanterie, mais c'est vrai. Et c'est une réponse aussi à ce que Fadila disait et demandait. Ça coûte de le faire. C'est pas comme ça. Ce sont des moins rentrées fiscales. Et donc, il faut trouver un système pour compenser ces moins rentrées fiscales. Et il faudrait pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettraient d'aller chercher cet argent privé, y compris pour le mécénat d'ailleurs, mais de façon à ce que ce soit aussi rentable, même si ce sont pour des projets qui ne sont pas des grosses machines commerciales, etc. Ça doit se faire, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec la communauté. On a mis en place un système où des personnes peuvent vérifier si les investissements vont bien vers du cinéma. Donc, l'idée que j'essayais de souligner tout à l'heure me semble trouver toute sa dimension. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ça coûte, que ce soit un système de mécénat, où on favorise par des mécanismes de défiscalisation le mécénat d'entreprise ou le mécénat privé, ou bien le tax shelter plus étendu, voire même le crowdfunding, ça coûte. Donc ça a une influence sur les budgets. Ça a une influence même sur le budget global de la Belgique, contrôlé maintenant par l'Union européenne. Moi, je pense qu'il y a un combat à mener au niveau européen en disant, si vous voulez des investissements et qu'on travaille pour recréer l'activité artistique et culturelle, mais y compris avec l'apport économique qui a été rappelé tantôt par Fadila, eh bien, je regrette, il y a des investissements, il y a des mécanismes de détaxation qui ne doivent pas entrer dans le périmètre budgétaire européen. Ce sont des combats à mener. Si on ne mène pas les combats, on ne les gagnera pas. Et donc voilà, ce sont des pistes importantes. Un tout petit mot pour le crowdfunding. Il y a un bel exemple, non pas Mons, mais toujours le Hainaut, Charleroi. Charleroi a réussi à la création d'un film uniquement, en grande partie par crowdfunding, Marby, Star, de Couillu les deux églises. Voilà, je leur avais dit que je citerais le titre. Oui. Donc On parle quand même beaucoup de géographie avec vous. Hein, et il va bientôt passer à Bruxelles. Alors, une dernière intervention de Kim Oosterling à ce propos-là. Oui, et puis nous allons passer la parole également au public parce que ça fait déjà 3 gros quarts d'heure que le débat est en cours. Alors sur le sponsoring, je pense qu'il y a premièrement un problème culturel. En Belgique, les gens n'ont pas l'habitude d'aller chercher des sponsors. Il y a une peur qui est liée au fait qu'on anticipe que le donateur va vouloir gérer ce qu'on fait, alors qu'en fait le donateur va choisir le projet qui lui plaît. Il ne va peut-être pas vous donner d'argent si ce que vous faites ne lui plaît pas, mais il ne va pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc je pense que ça c'est important à noter. Et il y a un manque de professionnalisation pour chercher des sponsors. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont des institutions culturelles, les petites institutions culturelles, vont exposer leurs problèmes auprès du sponsor potentiel, au lieu d'essayer de lui présenter ce que ça peut lui apporter à lui. Et les sponsors, essentiellement, cherchent de la visibilité. Donc, je pense que pour les projets qui ont une certaine visibilité, trouver des sponsors est faisable. Je suis beaucoup moins optimiste pour les tout petits projets, parce que la visibilité est extrêmement faible. Et là, il y a une réflexion à avoir, effectivement, sur des soutiens publics ou des façons de défiscaliser. Je pense qu'il y a même des éléments tout bêtes, mais les échanges sponsoring qu'on peut faire, normalement, on est censé payer la TVA là-dessus. On est super content d'avoir un sponsoring d'une radio, et puis on se retrouve à devoir payer la TVA sur ce sponsoring. Eh ben on a gagné, mais on a perdu en fait. Parce qu'on doit trouver maintenant des ressources en cash pour un échange en nature, et donc ça nous pose parfois des problèmes plus qu'autre chose en tant qu'institution culturelle. Donc la réflexion doit aussi être sur la facilitation de l'échange. Parfois on arrive à avoir l'échange, mais on a un problème au niveau simplement financier de cash flow qui est généré par cette taxation qui arrive et qui doit être payée en cash. Ouais, et sur le lien finalement entre donateurs et créateurs, et c'est vrai qu'au niveau du crowdfunding, c'est peut-être quelque chose qui se fait plus dans l'intime et dans la relation win-win. Voilà, le micro vous est ouvert, mesdames, messieurs. Donc c'est la deuxième partie de ce débat qui s'entame pour une grosse demi-heure et je vois qu'il y a déjà une question de monsieur. Donc je vous demanderai à chaque fois de dire qui vous êtes et à qui il est adressé en particulier. Merci. Bonjour, donc Olivier Collot. En
En fait, je me demande dans ce débat quelle était la place de l'artiste finalement dans tout ce système, puisque finalement ce sont souvent eux les créateurs des contenus culturels qui sont diffusés dans ces institutions et qui donc génèrent la valeur qui peut après devenir rentable ou non. D'ailleurs, c'est un terme que j'aimerais bien qu'on définisse un peu plus précisément, parce qu'on parle de rentabilité sans savoir si c'est de la rentabilité sociale ou si c'est une rentabilité économique. Enfin, qu'est-ce qu'on met dans ce terme-là? Il me semble que ce serait intéressant d'être un peu plus précis là-dessus. Et donc pour moi, cette relation entre les institutions et les acteurs culturels qui produisent l'art, d'être quelque chose à vraiment travailler en Belgique. En particulier, nous, on a créé à Bruxelles un incubateur pour producteurs de musique électronique, parce qu'il n'existe aucune institution qui soutient des jeunes artistes qui font ce type de musique nulle part en Belgique. Et donc on se retrouve face à des institutions qui sont très grosses, qui peuvent tirer des financements importants, mais comme disait Kim Osterling à l'instant, on n'a pas d'accès à des financements qui sont appropriés à cette échelle-là. Tout comme dans le monde des startups, on n'a pas de financements qui sont appropriés pour des projets qui débutent d'un point de vue économique. Et donc je vais demander, je ne sais pas qui veut prendre cette question, mais donc comment est-ce qu'on envisage la relation entre l'artiste, les institutions et le financement d'un écosystème dans lequel les deux peuvent cohabiter et produire une rentabilité culturelle. C'est ce que disait finalement Jacques Remacle. Il a dit finalement comment tout le monde peut-il trouver sa place, tout le monde, tout créateur. Et cela convoque pas mal de questions aussi sur le statut d'artiste, sur comment vivre de son métier. Qui a envie de répondre à cette question? Joëlle Milquet? Pas toute seule, mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on doit remettre, et ce n'est pas par démagogie, mais par vraiment urgence et nécessité, le focus des politiques culturelles sur, avant tout, la création et l'artiste. Et pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on doit faire, mais qui a été vraiment trop négligé parce qu'on a aussi souvent financé les structures, etc. Et que pour finir, création et artistes ont été un tout petit peu négligés. C'est vraiment très éclairant quand vous voyez, notamment les rapports économiques qui sont faits sur les valeurs ajoutées. Vous avez une pyramide inversée, la pointe, la toute petite pointe, ça c'est l'artiste, la création. Puis vous voyez au fur et à mesure les strates, jusque la diffusion et puis le merchandising, et puis jusqu'où ça peut aller en termes de plus-value. Alors ici, je parle purement économique, au-delà évidemment de tout ce qu'on peut appeler en termes de rentabilité sociale, humaine, interrelationnelle, etc., etc. Et donc, ce qui prouve à quel point, non seulement c'est de lui que dépend toute la chaîne, mais lui n'en a absolument rien ou pas assez. On n'investit pas assez, il a un statut complètement précaire, intermittent, etc., on connaît la problématique. Il n'est peut-être pas assez soutenu en amont, conseillé, notamment aussi après pour pouvoir l'aider dans son chemin, notamment aussi pour la recherche de sponsoring, etc. Et c'est en ça que dans tout... Voilà le travail qu'on est en train de mener, et on a lancé toute cette coupole Artistes au centre, c'est pour justement voir comment, tant en matière de statut que de soutien, que de services, etc., que de réponses par rapport à la nouvelle création, à la création émergente et à ces éléments dont vous évoquiez, qui peuvent avoir une réponse, parce qu'en culture, tout n'est pas en petit tiroir disciplinaire, un peu trop sûrement, mais vous avez des capacités d'être soutenu. Voilà, il y a quand même des allocations de base budgétaires pour soutenir des projets sans devoir les catégoriser et en soutenant ce qui peut être émergent, etc. Mais donc ça, c'est vraiment l'importance. Et pour répondre, alors, vous parliez des petites start-up. Et ça, c'est vraiment un beau combat qu'on peut mener, enfin une belle opération au Québec, qui a lancé les entreprises culturelles créatives avant nous et qui a peut-être parfois une vision un tout petit peu trop économiste des choses, mais bon, ils se débrouillent quand même pas mal par ailleurs. Ils ont la SODEC, qui est vraiment, au fond, c'est une sorte d'invest culturel, mais vraiment pour l'ensemble. Il y a aussi la capacité là de financer le cinéma, etc. Et je pense vraiment que nous, à partir de Start, qui est un peu un embryon de cet ordre-là, mais qui n'a absolument pas toute la surface ni l'ambition, nous pourrions vraiment, par rapport aux petites start-up dans l'économie créative, en travaillant avec les régions, en faire un vrai invest vraiment culturel, mais vraiment adapté aux petites entreprises ou start-up qui se développent maintenant dans le numérique, dans le culturel, etc., en prenant une partie des invests au niveau régionaux, bruxellois et wallons, et essayer d'avoir une sorte de SODEC à nous. Moi, je suis vraiment convaincue en rentrant de ce modèle. J'ai encore vu la dirigeante hier, et on a quelqu'un qui viendra fin juin
pour venir en discuter justement avec les différents acteurs, pour voir comment, par rapport à nos besoins, on peut alors doper cette structure pour en faire un invest vraiment de type culturel, mais dans un environnement émergent, nouveau, et où les créations sont complètement interdisciplinaires, croisées, etc. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Pour continuer. Oui, non, mais je voulais simplement dire qu'en Belgique, par rapport à la question de M. Collot, c'était pas la thématique première, en fait, et donc moi, j'ai pas du tout éludé l'artiste parce que j'estime qu'il n'a pas sa part ou son importance dans le sujet. C'était simplement qu'on était dans une discussion qui ne mettait pas ça, je dirais, en point focus. Mais donc, je voudrais quand même rappeler, Joël l'a dit, il y a quand même des instruments financiers d'investissement, Star Invest au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui peut évidemment soutenir le projet que vous avez évoqué, de la même manière qu'il y a un certain nombre d'invest dans la région bruxelloise qui soutiennent ce type de projet. Et par exemple, une de vos universités sœurs, puisque la VUB a un dispositif qui s'appelle ICAB et qui soutient des entreprises dans le développement numérique et technologique. Et donc, ce sont des choses qui sont qui sortent un peu du champ, mais c'est possible. Il y a des soutiens. Il faut simplement aller taper à ces portes pour les solliciter parce qu'elles existent. Alors, encore 2 interventions, 2 réponses. Oui, Richard Millet, avec Lydia Lenberg. Très brièvement, puisque j'ai déjà aussi beaucoup parlé, mais par même type de réponse que ce que Fadila a dit. L'objet de notre rencontre, c'est la rentabilité, avec la question sous forme de question. Donc voilà, c'est pourquoi je n'ai pas abordé la problématique sous l'angle de l'artiste et du créateur, sinon je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Un point par rapport à ce que Joël a dit, à savoir cette nécessité de travailler peut-être avec les régions pour mettre en place des mécanismes. Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais c'est aussi un bel exemple de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le monde artistique et culturel a aussi supporté les conséquences de la transformation du paysage institutionnel et politique belge. Voilà, pour les francophones, pour les artistes francophones, il y a une dimension économique qui est à la région wallonne ou à la région bruxelloise, il y a une dimension culturelle qui est à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut essayer de mettre des passerelles entre les deux. C'est tout un travail. Et enfin, troisième chose, vous avez évoqué rapidement le statut de l'artiste. C'est un monstre, bien entendu. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que dans la déclaration de politique gouvernementale de ce gouvernement, formule inédite, je le reconnais, il y a une formule surprenante, il y a une phrase qui est indiquée, sur laquelle les partis ont marqué leur accord, c'est d'apporter une réponse au problème du statut de l'artiste. C'est dans le texte du gouvernement. Diane Henbert. Oui, je voudrais aussi rajouter une petite phrase. J'aime bien cette phrase de Robert Filliou qui dit l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et si on l'admet, je pense que le statut de l'artiste alors a sa place non seulement dans un paysage institutionnel protégé comme celui qu'on évoque, et pas nécessairement bien ou assez protégé. Ça, je pense que ça dépend de chaque avis, mais je pense que l'artiste a de plus en plus de place, c'est-à-dire l'artiste au sens créateur, une source de nouvelles idées, d'énergie, de nouvelles pistes. Je pense qu'il a de plus en plus de place et de place à prendre au sein des entreprises privées. Et il ne faut pas oublier ni sous-estimer la demande de cette créativité dans les entreprises privées, certainement dans les start-up, mais aussi dans les grandes boîtes. Et je pense aussi qu'une des demandes du secteur privé, quand il s'intéresse au sponsoring ou quand il s'intéresse à une activité culturelle qu'ils veulent soutenir, c'est pas uniquement en termes d'image, de retour au niveau de l'image, mais c'est parfois et de plus en plus dans la préoccupation que des chefs d'entreprise ont de créer au sein de leur propre entreprise des activités qui forment du lien entre les différents membres du personnel, qui leur permet d'ouvrir leurs fenêtres aussi,
justement de prendre conscience de la nécessité, de l'importance de cette créativité. Voilà, et ça, on sort complètement évidemment de données purement économiques. On a beaucoup parlé du financement par les services publics ou du financement par le mécénat. Mais il ne faut pas oublier aussi que la culture a des spectateurs, pour ne pas dire des consommateurs. Est-ce que ce ne serait pas eux qui pourraient mettre un peu plus la main au portefeuille, sachant qu'on sait qu'il y a des tarifs qui sont dégressifs en fonction des statuts. Le tarif est le même pour un étudiant, qu'il soit aidé par ses parents ou non. Il est le même pour un travailleur, qu'il soit dans les hauts revenus ou dans les bas revenus. Donc cette politique tarifaire qui se veut juste et équitable a quand même ses propres vices. Enfin, et on est aussi dans un endroit où la culture coûte parfois très cher aux spectateurs et parfois est gratuite. Que pensez-vous de ça? Est-ce que la culture devrait être gratuite? Comment est-ce qu'on rend ça équitable? Comment est-ce que ça peut valoriser aussi la culture? Parce que quand on ne paye pas pour participer à un événement, est-ce qu'on dévalorise l'événement aussi? Allez, objectivement, est-ce que la culture coûte trop cher ou pas assez cher? En tout cas, en ce qui concerne la part publique, je pense qu'effectivement, il est intéressant d'étudier la relation entre le prix et la subvention. Combien coûte une place d'opéra réellement? Combien coûte une place de théâtre réellement? Combien coûte l'entrée dans un musée réellement? Ça mériterait d'être étudié. Bon, je connais un peu des études, elles sont peut-être un peu datées, mais une place d'opéra coûte 10 fois le prix que va payer le consommateur. Et il est déjà très haut. Et donc réservé à quand même une certaine élite économique et culturelle. Même s'il y a des programmes de médiation, la Monnaie fait des choses extraordinaires. Hein, je ne vais pas tirer là-dessus. Mais il y a malgré tout quand même des questions à se poser à ce niveau-là. D'autant plus qu'on est un tout petit territoire en Belgique et on a un opéra wallon à Liège, on a la Monnaie, on a un opéra flamand qui, lui, travaille sur les deux villes. Je veux dire, ça fait beaucoup d'opéras hein, dans notre petit pays. Mais, donc, aller demander plus d'argent. J'ai envie la question, effectivement, est intéressante, mais elle a des inductions sur le public cible, évidemment. Je vais donner un exemple. Les musées, les grands musées fédéraux, ceux qui ne sont pas gratuits le premier dimanche du mois parce que l'État fédéral n'a pas pris cette mesure. Les musées fédéraux étaient gratuits jusqu'en 1999. Donc c'est pas si loin, je veux bien que c'était le siècle dernier, mais enfin ça fait 16 ans, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le management du musée, on leur a dit, on diminue un peu votre subvention et vous allez pouvoir diversifier vos recettes en faisant des entrées, en ayant une boutique, en ayant une activité d'exposition, etc. Ben, je ne suis pas le directeur du musée, mais si je suis à sa place, je me dis, bon, qui a de l'argent et qui a du temps à Bruxelles? Ben, c'est le touriste. Et donc, les musées fédéraux qui étaient gratuits et qui étaient accessibles à tout le monde ont commencé une stratégie de communication pour capter le public du touriste. Et ça se voit. Et c'est poussé à l'extrême quand on a ouvert le musée fin de siècle, il y a 2 ans maintenant. Eh bien, aller chercher un dépliant dans une école de n'importe quel réseau scolaire, il n'y en a pas. Il y a un grand panneau lumineux à l'aéroport de Zaventem. Et donc, il y a un effort qui est amené pour amener un certain public qui est économiquement bankable, plutôt que de faire un travail socio-éducatif vers les milieux populaires, vers les milieux scolaires, vers le milieu associatif. Et donc, il y a un danger, en tout cas. La politique de prix pour les institutions culturelles, c'est le parent pauvre de la réflexion. Donc, il y a quelques années de ça, j'étais en train de discuter avec le directeur de Beaubourg. Il avait une stratégie claire pour la programmation culturelle, il avait une stratégie claire sur la publication, sur la recherche scientifique. Vraiment, c'était très carré, je me dis, c'est super bien fait. Et puis je lui pose la question, tiens, et votre politique de prix, comment vous avez fixé le prix? Oh, ben 10 €, c'est un chiffre rond. C'était ça l'étendue de la réflexion sur la politique de prix. Et donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce qu'on peut se poser la question, notamment pour l'opéra, où effectivement, c'est un problème de fait de poule. Est-ce que c'est les gens riches qui y vont parce que c'est déjà cher, et ça exclut les gens moins riches,
Ou est-ce que finalement ce serait d'office des gens riches qui pourraient payer plus? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment légitime d'utiliser de l'argent public de tout le monde pour sponsoriser les plus riches? On peut poser la question. Et donc, il y a toute une analyse à faire sur quel serait l'impact d'un changement de prix sur la consommation culturelle. Il y a très peu d'analyses qui ont été menées sur ce sujet. Pourquoi? Parce que soit on fait des enquêtes, donc je vous appelle. Ah bonjour, le prix de la place d'Opéra va monter d'autant. Est-ce que vous allez continuer à venir? Cette enquête va être complètement biaisée. Parce que vous avez intérêt à me dire, bah non, je ne viendrai plus pour que je ne monte pas le prix. Soit je fais le truc en vrai. Je change le prix et je vois ce qui se passe. C'est un peu jouer avec le feu parce que ça se trouve, je change le prix, il n'y a plus personne et j'ai un problème. Et donc, on est dans des espèces de réflexion de laboratoire. On essaie de dire, tiens, quelle est la sensibilité du public à un changement de prix? Alors, ce qu'on sait, c'est que de manière générale, quand on augmente un petit peu les prix, les gens ne s'enfuient pas. En d'autres termes, si on prend les classes socio-économiques qui fréquentent les musées ou l'opéra, si vous augmentez le prix de la place d'opéra de 1 ou 2 euros, vous n'en faites pas, ça ne va pas changer, ça ne va pas faire fuir les gens. Donc en termes d'élasticité, en termes de changement de quantité consommée par rapport à la variation de prix, on voit que ce n'est pas trop mauvais. Mais la question, c'est quelle est la limite? Et pour l'instant, moi je plaide pour qu'il y ait des analyses plus sérieuses sur ce lien entre prix et consommation. Et pour l'instant, ça reste vraiment une boîte noire. Et ce qui se passe dans les institutions culturelles, c'est le reflet de la boîte noire. 10 euros, ouais, pourquoi pas, quoi. Voilà, très rapidement, Joël Milquet et puis Diane Henbert. Et puis une toute dernière question. Oui, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est vraiment une réflexion et des analyses que nous devons mener, parce que c'est vrai que dès qu'on parle du prix, tout de suite on se dit, mon Dieu, la démocratisation, l'accès, etc. Et Dieu sait si nous devons avoir des politiques, évidemment, d'accès, de médiation culturelle, les articles 27, les étudiants, les élèves, etc. Autant, nous devons alors être très clairs par rapport aux cibles, et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus demander la fiche de paye, tiens, je suis un haut revenu, je vais voir l'opéra, ou est-ce que je suis un petit travailleur? C'est un peu compliqué. Mais par contre, il y a des publics cibles qui sont clairs, nets, et que l'on doit viser, je pense, au-delà de tout le travail de médiation. Je ne suis pas sûr qu'il faut la gratuité, parce qu'on a plus de 65 ans. En général, quand on a plus de 65 ans, voilà, on a parfois, quand on fait les rapports de niveau de pouvoir d'achat, c'est en tout cas plutôt entre 30 et 50 qu'on rame, voilà, au-delà des problématiques sociales qui, hélas, traversent toutes les générations. Mais là où il y a une vraie réflexion, au-delà de ce que vous dites pour savoir, tiens, la manière avec laquelle on doit avoir l'impact, c'est, moi je suis en train d'analyser maintenant à fond, parce que je dois prendre des décisions, le secteur du théâtre. Donc je compare, etc., les par emploi, les recettes, les prix, etc. Mais il y a là, par exemple, quand même une réflexion à avoir, parce que tout le monde se fait une espèce de concurrence vers le bas, hein, donc c'est vraiment le coût le plus bas. Par ailleurs, c'est la grande mode, au fond, d'avoir énormément dans le monde culturel de places gratuites, données à ceux qui ont le plus, en général, de pouvoir d'achat, c'est soit des représentants politiques, soit... Voilà, mais en moyenne, c'est étonnant. Dans les places de théâtre, vous avez de 20 à 30% de personnes qui ne payent jamais. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà. Et des coûts qui, objectivement, pourraient être vus à la hausse, mais où on pense qu'on va attirer par rapport aux voisins, parce qu'il y a quand même de la concurrence aussi dans l'art de la scène, etc. Je ne suis pas sûre qu'on doive nécessairement suivre, et qu'il y a parfois des politiques de recettes un peu plus intelligentes qui pourraient être menées sans nécessairement faire fuir. Le tout est de savoir le bon dosage, etc. Mais c'est vrai qu'on a médiatiquement et politiquement parfois des hurlements par rapport à une petite augmentation, mais qui, par ailleurs, comme vous le disiez, peut aussi renforcer la crédibilité de quelque chose. Je ne suis pas non plus sûre que toutes les communes et tout le monde doit absolument avoir son festival gratuit. Alors on paye très cher des artistes qui, comme par hasard, viennent de France, etc., ne font pas nécessairement émerger nos jeunes artistes qui pourtant ont du talent. Et on paye, alors on demande de l'argent pour ça, et nous devons payer la commune qui, elle, voilà, fait gratuit. Mais du spectacle gratuit partout, tout le temps, et cette espèce d'effervescence de festival où tout le monde a son festival dans une unité de 2 mois de temps, je ne suis pas sûre qu'in fine, ce soit le meilleur modèle non plus. Donc ça demande vraiment une réflexion, je pense, en la matière. Rapidement, Diane. Oui, juste un mot pour dire que, moi j'ai observé sur le terrain que les gens qui payent un prix d'entrée pour une exposition ou pour autre chose, effectivement, ça correspond à un public cible, mais ce public-là est vraiment le corps, la grande partie du corps des personnes qui consomment, entre guillemets, de la culture. Mais j'ai aussi constaté que, en tout cas, nous, on a toujours pratiqué la gratuité pour les écoles,
avec des relances, avec aussi la possibilité qu'ils aient des guides gratuits, enfin toute une série de choses. Et ça ne les fait pas bouger plus que si c'était payant. Ou en tout cas, ce n'est pas l'argument pour lequel ils ne viennent pas. Et je pense que là, il y a tout un travail à développer avec les écoles, c'est-à-dire créer d'autres incitants, peut-être même financiers, je ne sais pas, qui feraient que de jeunes consommateurs culturels pourraient se développer. Un tout petit mot. Oui, c'est juste pour dire que il y a une étude qui a été faite, et je la trouve amusante, donc je la partage, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est le British Museum qui avait pris des photos de même salle dans son musée, plus ou moins remplies, en demandant aux gens combien ils étaient prêts à payer si en gros il fallait une machette pour arriver jusqu'à l'œuvre et qu'il y avait 500 personnes, si on était seul dans la salle, s'il y avait plusieurs personnes. Donc il y a des réflexions qui ont été menées parce que liées au prix, de manière paradoxale, il y a aussi la qualité de l'expérience culturelle. Et donc c'est pas neutre là-dessus, et donc c'est pour ajouter une dose de complexité, c'est qu'en faisant gratuit, parfois, bah oui, les blockbusters, je ne les fais pas parce que c'est juste désagréable. Je veux dire, Voilà, monsieur. Roland Debotte de l'Observatoire des politiques culturelles. Je voulais faire parce que je trouvais intéressant au départ les problèmes de méthodologie, parce que ces problèmes de méthodologie sont centraux. Je veux dire que quand on dit une institution culturelle doit-elle être rentable, je pense qu'on dit d'abord, et ce n'est pas un problème mineur, est-ce qu'elle doit ou est-ce qu'elle peut être bien gérée? Ce n'est pas négligeable. Équilibrer des produits et des charges, ça n'est pas aussi simple à faire. Et donc, il y a la nécessité parfois de redessiner le contrat, la feuille de route, je vais dire, de l'institution pour garantir un service public, mais qui soit équilibré. Là, ce n'est pas rentable au sens de dégager des marges de rentabilité, mais c'est dans le sens de ne pas creuser des déficits et des pertes de fonds propres, qu'après ça, il faut aller... on connaît, chaque ministre qui est passé par là connaît les affres de ces discussions. Ce n'est pas rien. Mais donc ça, c'est une question, un enjeu pour moi dans l'intitulé « Être rentable ». L'autre enjeu, si on parle de la création, on n'a jamais posé les choses en termes de recherche et développement. En création, pour moi, si on prend un modèle industriel, mais ça peut s'appliquer à un modèle artisanal aussi, créer une œuvre, c'est de la recherche et du développement. Donc, c'est des mécanismes particuliers. La question de la rentabilité par rapport à ce dispositif-là, elle ne se pose pas du tout de manière simple. Je prends un exemple. Il y a presque 350 ans, Molière écrit le Tartuffe. Comment calcule-t-on la rentabilité du Tartuffe? Ah, attendez, Tartuffe, c'est une création. Est-ce qu'il a été payé? Combien a-t-il été payé pour le faire? Là, on entre dans la problématique dont parlait monsieur tantôt, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit des mécanismes de financement de la création? Quelle est, dans le théâtre national, par exemple, la part qui est affectée? Il faut l'étudier. Nous n'avons pas d'études, à ma connaissance, sérieuses et précises de cet aspect-là. Quelle est la part qui est affectée à la création? Alors, je ne dis pas les charges directes de la création. Je dis les charges directes, les charges indirectes. Quelle est la part de l'investissement du théâtre national? Nous avons, sur le point de vue méthodologique, encore des problèmes à régler pour pouvoir identifier ça de manière claire. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et le dernier, je ne serai pas plus long, je promets, c'est la question de la rentabilité, c'est-à-dire, alors posé autrement, c'est moins d'État, moins de financement public. Bon. Alors ça, quels sont nos points d'analyse, quels sont nos points de repère et quels sont nos points de comparaison? Les banques, l'industrie pharmaceutique. Prenons l'industrie pharmaceutique. Pour la recherche et le développement du médicament, il y a des financements publics. Toute la recherche et développement est financée en grande partie sur le plan européen, sur le plan national, sur les plans internationaux, par des moyens spécifiques pour créer le médicament qu'il existe. Ensuite, tout ce qui est consommation est financé sur base de la sécurité sociale. C'est beaucoup plus habile, ces gens-là sont beaucoup plus malins que les gens de théâtre. Ils ont construit un système de financement beaucoup plus performant que le système du subventionnement. Essayez de savoir chez Janssens et Janssens, mais je ne citerai BIP, quelle est la part de financement de Janssens et de Janssens qui vient au départ de la sécurité sociale?
Vous ne saurez pas, c'est amalgamé dans le chiffre d'affaires. Mais quelle est la part du subventionnement du Théâtre national? Vous avez un compte spécifique qui dit que la communauté française met autant. Là, comment est-ce qu'on compare, comment est-ce qu'on examine la question de la rentabilité? Parce que si le prix des médicaments peut augmenter comme ça, c'est parce que la sécurité sociale a suivi. C'est donc parce que l'intervention du pouvoir public, de l'État ou des différents mécanismes qu'on a inventés a permis de créer des marges bénéficiaires tout à fait importantes dans l'industrie pharmaceutique. Donc je suis pour que cette question, moi, me paraît vraiment essentielle, extrêmement intéressante, et je suis pour qu'on ouvre un chantier d'études de méthodologie, c'est-à-dire quelle est la méthodologie et quels sont nos points de comparaison. Quand on est à l'Observatoire, nous sommes communauté française. Nous ne pouvons pas aller voir dans les comptes de Janssen et Janssen pour voir comment ils font. Voyez-vous, ce serait quand même fort intéressant pour nous pour pouvoir commencer à étudier les choses. Donc, voilà un peu des réflexions que je voulais vous faire à ce sujet, parce que je trouve qu'il y a là une belle matière tout de même. Je voudrais un peu réagir par rapport à la question de monsieur. En fait, moi, ma question, qui est un peu une remarque, c'est l'ULB a une troisième mission, qui est la mission de service à la collectivité. Et donc, il y a tout un mécanisme, un processus de mise de valorisation de la recherche avec une collaboration avec les entreprises. Et je me dis que le parent pauvre là-dedans, c'est un peu les industries créatives, parce qu'il pourrait y avoir des projets de recherche qui aident des institutions culturelles ou des artistes, et par ce biais, on pourrait avoir un financement régional ou européen, mais pour le moment, ce n'est pas du tout exploité à l'ULB et dans d'autres institutions, je pense. C'est vrai que je pense que parfois, on oublie qu'on peut trouver des moyens financiers pour soutenir ce type de projet. Certaines universités l'ont compris, pourquoi pas l'ULB? Voilà, je veux dire, c'est une bonne remarque que vous faites, mais je ne pense pas qu'il faut tirer sur l'ULB. C'est déjà super qu'on organise un débat sur la culture, parce que c'est vraiment pas une thématique habituelle. Mais je pense effectivement que vous avez raison, et que si vous avez des idées, pourquoi pas les partager avec les services de l'ULB. Mais je vois que M. Vivier est là et qui va répondre sans doute. Votre remarque est extrêmement intéressante. D'ailleurs, je voudrais rebondir aussi rapidement sur un certain nombre de remarques qui ont mis en parallèle le monde de l'université et le monde de la culture. Quand on parle d'un type de rentabilité particulière, il est évident qu'on est très proche de la recherche, et que dans certains domaines, une recherche appliquée prend beaucoup de temps, hein, et les droits d'auteur sont aussi la propriété intellectuelle, etc. Donc il y a beaucoup de mécanismes, et je ne reviendrai même pas sur le paiement du ticket d'entrée, parce que le Minerval est probablement aussi dans les universités le parent pauvre de la réflexion. Mais je voudrais revenir sur votre remarque. Nous devons certainement faire des progrès, mais je voudrais vous dire que nous avons mis en point il y a quelques années un type de mémoire de fin d'année, de travail de fin d'année, qui associe plusieurs facultés, essentiellement le droit, les sciences économiques, le management, Solvay, et les secteurs des ingénieurs et la Cambre. Parce qu'on s'est dit, ben voilà, certains ingénieurs imaginent un produit, ils travaillent avec leurs collègues de Solvay pour voir comment on va le vendre, par exemple, et puis on va essayer aussi de l'habiller, de travailler sur le design et de travailler avec des écoles, des hautes écoles dans le domaine des arts, et ça donne d'excellents résultats. Et je pense que, alors bien sûr, on doit développer ces aspects-là, mais ça se fait de plus en plus. Et nous devons encourager ces passages entre le domaine de la création artistique et le domaine de la recherche ou simplement de la formation. Je disais tout à l'heure que je plaidais pour une interpénétration des milieux, et ceci m'offre juste l'occasion de conclure, d'abord en remerciant tous les participants de ce panel, du précédent s'ils sont encore dans la salle. Je voudrais aussi remercier Kim Osterling qui a beaucoup payé de sa personne pour organiser cette journée, le vice-recteur Jean-Michel De Waal, et puis le service de communication, Isabelle Paulet, Nicolas Dassanville. Mais je voudrais dire qu'on doit certainement poser l'université de plus en plus au cœur de ce débat culturel. La ministre Milquet parlait d'Hélène David.
Hélène David est certainement au Québec la personne qui fait ce lien extraordinaire entre le domaine universitaire, puisqu'elle était vice-rectrice des relations internationales de l'Université de Montréal, et on a beaucoup travaillé avec elle. Aujourd'hui, elle est ministre de la Culture. Et je crois que l'université doit aussi constituer cette plateforme pour faire reconnaître la place de la culture, la place essentielle, d'autant plus que, on l'a souligné dans le débat ici, nous avons des modes de communication qui sont identiques. Nous sommes sur le même terrain et je crois que l'université doit faire beaucoup plus qu'elle ne fait pour appuyer le fait culturel, le faire reconnaître et le placer de manière absolument essentielle, incontournable, on dirait aujourd'hui, dans notre société. C'était un peu l'idée de cette journée sur la culture, mais je serais surtout content si cette journée avait des suites. Si cette journée pouvait donner lieu à des séminaires peut-être plus pointus, peut-être plus techniques, peut-être plus opérationnels avec les différents ministères et l'ensemble des universités, bien sûr, pour que nous constituions cette espèce de passerelle entre une société multiple et le monde de la culture. Je crois que l'université n'a pas suffisamment pris cette place et je voudrais vous convaincre de l'importance qu'elle aurait à l'apprendre. Voilà, il me reste à vous inviter, parce qu'il y a un petit verre là dans le hall, et que ça permettra aux uns et aux autres de poursuivre la discussion. Merci à tous et merci à nos invités surtout.